Au Soudan, la guerre qui dure depuis 2023 entre les forces de soutien rapide du général Hemeti et les forces gouvernementales du général Al-Bourhan avait déjà fait des dizaines de milliers de morts et tant de déplacés et de victimes que l'ONU parlait du Soudan comme de la pire crise humanitaire au monde. Mais depuis la prise de la ville d'El Fasher par les FSR le 26 octobre dernier, à l'issue de 18 mois de siège qui a affamé près de 200 000 civils, on assiste à un nouveau degré d'horreur, quoique quasiment à huis clos. Les tueries de civils se poursuivent dans la capitale de l'État de Darfour du Nord. La communauté internationale, elle, si prompte à venir en aide à d'autres civils ailleurs dans le monde, s'inquiète, au mieux condamne, mais ne fait rien. On en parle ce soir avec Caroline Bouvard, directrice de Solidarité internationale au Soudan. Bonsoir Caroline Bouvard, merci d'être avec nous sur France 24. Vous êtes actuellement à Djamena au Tchad, mais vous étiez encore il y a quelques jours à Tawila au Darfour, situé justement à une 60aine de kilomètres à l'ouest d'El Fasher. Avant de parler de la situation humanitaire ensemble, on va tout de suite écouter le témoignage d'une Soudanaise qui a fui les violences justement au Tchad. Des groupes armés sont arrivés et ont pillé tout ce que nous possédions. Ils nous ont frappés et violés et ont tué beaucoup de gens. Ils ont brûlé toutes nos maisons et ont tout incendié. Les personnes âgées qui ne pouvaient pas fuir ont été brûlées vives dans leurs maisons. Ils nous ont tout pris, même notre argent. Caroline Bouvard, depuis la prise de la ville d'El Fasher par les forces de soutien rapide, les exécutions, les viols, les pillages sont innombrables. Ils pourraient même constituer des crimes contre l'humanité selon le procureur de la Cour pénale internationale. Vous étiez sur place, ou presque, quasiment il y a quelques jours. Comment est-ce que vous qualifiez la situation ? Oui, en effet, j'étais à Tawila il y a 3 jours de cela. Tawila, c'est à 60 km à peu près à l'ouest d'El Fasher et c'est la zone qui accueille le plus grand nombre de personnes qui sont déplacées de la ville d'El Fasher. Et effectivement, les témoignages que nous recevons sont malheureusement dramatiques. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans la ville parce qu'il n'y a pas de communication possible avec la ville d'El Fasher à ce jour. On n'arrive plus à joindre personne depuis le 26 octobre. Mais effectivement, les personnes qui sont arrivées à sortir font le récit à la fois d'exactions dans la ville, que les forces de soutien rapide, les FSR, les forces rebelles, ont elles-mêmes confirmé, puisqu'ils ont posté sur Internet divers vidéos de leurs propres actions. Et puis on sait aussi que la route est particulièrement peu sûre pour tous ceux qui arrivent à sortir de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, même s'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties d'El Fasher pour essayer de trouver refuge ailleurs, il n'y en a en fait que très peu qui arrivent à parvenir jusqu'à Tawila, qui est une des seules zones sécurisées de cette région. Et donc on est effectivement très inquiet aussi du sort qu'il aurait réservé sur la route, puisque c'est un véritable business qui s'est mis en place pour faire payer les gens pour qu'ils puissent aller jusqu'à la prochaine étape. Ils se font rançonner et bien souvent sont victimes de violences quand ils ne peuvent pas payer. Et pour celles qui sont parvenues jusqu'à Tawila, dans quel état est-ce qu'elles sont arrivées, à la fois physique et psychologique ? Eh bien, elles arrivent dans des états de malnutrition avancés, y compris pour les adultes, puisque ça fait des mois que la ville d'El Fasher, ça fait plus d'un an et demi que la ville d'El Fasher est assiégée. Ça fait des mois notamment que le blocus s'est renforcé et que la nourriture ne rentre plus qu'au compte-gouttes. Ils sont déshydratés aussi, puisque généralement les 60 km qui séparent Tawila d'El Fasher, ils les ont fait à pied, dans une zone qui est une zone désertique et où l'accès à l'eau est extrêmement contraint. Et puis ils sont très clairement traumatisés par tout ce qu'ils ont vu, que ce soit dans la ville ou sur la route. Et quid des personnes qui sont restées à El Fasher? La ville compte à l'origine 250 000 personnes. Vous l'avez dit, des dizaines de milliers ont fui, mais et les autres? Dans la ville, à l'origine, elle compte 1,5 million de personnes en réalité. Mais il n'en restait plus que 250 000 parce que depuis 18 mois, les gens sont partis petit à petit. Il y a plus d'un demi-million de personnes qui se sont déplacées sur la ville de Tawila où les humanitaires sont en mesure de les accueillir. Parce que, comme je le disais, c'est une zone qui est considérée comme étant sécurisée puisqu'elle est contrôlée par un autre groupe armé qui est lui aujourd'hui encore neutre entre
sans alliance ni avec les rebelles ni avec l'armée régulière. Les personnes qui restaient, effectivement, on estime qu'il y en avait peut-être 250, 260 000 ces dernières semaines. C'est très difficile d'être certain des chiffres exacts. Et malheureusement, aujourd'hui, on considère qu'il y en a peut-être 80 000 à peu près qui ont réussi à sortir. Et les autres, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y a un certain nombre d'analyses d'images satellites par certains centres de recherche qui laissent penser à la possibilité d'exécution de masse. Mais on n'a en fait personne qui est vraiment sur place et qui peut confirmer ce qui s'est passé et ce qu'il est advenu de ces personnes qui devraient encore être dans la ville. Et donc la première question pour nous, c'est bien évidemment comment est-ce qu'on accède à ces personnes pour leur apporter de l'aide humanitaire. Et ces attaques des FSR ont également visé des humanitaires ? Alors oui, c'est arrivé déjà par le passé. Malheureusement, les humanitaires ne sont pas nécessairement protégés. Et donc notamment nos collègues soudanais qui étaient encore dans la ville, soit appartenant à travaillant pour des ONG internationales, soit pour des ONG locales. On sait qu'il y a eu un certain nombre de victimes, en effet, ces derniers jours. En tout cas, nos collègues ont perdu le contact avec un certain nombre de leurs collègues soudanais sur place, oui, malheureusement. Et il y a déjà eu précédemment, notamment lors de la prise du camp de Zamzam, des exécutions de personnels médicaux qui appartenaient à une ONG humanitaire et un certain nombre d'autres événements de ce type au cours des derniers mois. Et des exactions donc, qui se juxtaposent déjà à une situation humanitaire, on l'a dit, catastrophique, la pire au monde, même selon l'ONU. 30 millions de personnes qui ont besoin d'aide, 10 millions de déplacés, 600 000 personnes en état de malnutrition aiguë. Et puis cette famine, on l'a dit, après 18 mois de siège à El Fasher, la population est également sujette désormais aux épidémies. Oui, ça a été un gros problème ces derniers mois. On a notamment eu une très grosse épidémie de choléra. Bien évidemment, quand vous avez plus d'un demi-million de personnes qui affluent en moins de 6 mois sur une petite ville qui avait en plus déjà accueilli des déplacés auparavant et qui à l'origine était une petite ville de 35 000 habitants, vous vous doutez bien que les infrastructures sont absolument pas adaptées. On le voit sur vos images, les gens qui arrivent, ils fabriquent des tentes de fortune avec quelques bouts de tissu. On les aide ensuite en essayant de leur amener un peu de matériel pour qu'ils puissent avoir des abris un peu plus qualitatifs, mais ça reste très rudimentaire. Et surtout, quand vous avez autant de monde, il faut gérer notamment tout ce qui est sanitation, comme on dit dans le métier. Donc les latrines, tout simplement, pour éviter les contaminations et les maladies liées à l'eau. Et l'accès à l'eau potable et la gestion des latrines, c'est un gros problème quand on a ces volumes de personnes. Et ça a entraîné notamment une épidémie de choléra très extrêmement importante ces derniers mois, avec plus de 7000 cas de choléra qui ont été dénombrés sur El Fasher. Sur Taouila, pardon. Alors, fort heureusement, cette épidémie, elle est maintenant, pour le moment, sous contrôle, grâce à tout le travail des collègues humanitaires et de nos équipes, notamment de Solidarité Internationale, puisque c'est un de nos principaux secteurs d'intervention sur l'accès à l'eau potable. Mais évidemment, si on a de nouveau des afflux de personnes qui doivent se regrouper sur des zones dans des camps de plus en plus denses, le risque de recrudescence, il est très important. Rares sont les ONG qui sont encore sur place. Vous en faites partie, Caroline Bouvard, avec Solidarité Internationale. Comment est-ce que vous continuez votre travail dans les conditions qu'on a décrites, notamment sécuritaires ? Écoutez, ça demande de faire très attention, bien sûr, à la sécurité de nos personnels d'abord. Alors aujourd'hui, la ville de Taouila, elle reste relativement sécurisée. Comme je le disais, elle est sous le contrôle d'un groupe qui a réussi à garder sa neutralité. L'accès y est compliqué, puisque pour y aller, en fait, il faut passer par N'Djamena, où je me trouve aujourd'hui, et ensuite on a en gros 3 jours de trajet en avion dans un premier temps jusqu'à la frontière, et puis ensuite par la route, y compris sur des pistes de montagne plutôt escarpées et pas du tout faciles à pratiquer. La sécurité, elle n'est pas toujours bonne sur un certain nombre de ces tronçons de route, mais on a l'habitude de prévoir ce genre de choses et de travailler avec l'ensemble des acteurs locaux pour s'assurer qu'effectivement ils savent le travail que nous sommes en train de faire. Donc on travaille notamment toujours sur les routes étape par étape, en faisant notamment des travaux de réhabilitation d'accès à l'eau pour gagner de l'acceptance, pour que les communautés locales comprennent qu'on est là pour aider tout le monde et qu'elles nous laissent passer et qu'on puisse ensuite accéder aux zones où on a les
personnes les plus dans le besoin. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, y compris pour sortir de Taouila aujourd'hui, pour essayer de se rapprocher des endroits où on sait que des gens sont restés coincés sur la route. Et typiquement, jeudi dernier, par exemple, un convoi de plusieurs ONG s'est rendu dans une petite ville à une quarantaine de minutes au nord de Taouila, dans laquelle il y a aujourd'hui environ 600-700 personnes qui sont venues de El Fasher mais qui ne peuvent plus bouger et qui sont donc en besoin d'aide humanitaire sur place et non pas parce qu'elles ne peuvent pas venir jusqu'à nous. Et on a donc rouvert cette route petit à petit, comme je le disais, en travaillant avec les communautés locales pour leur montrer qu'on est aussi là pour elles, mais qu'elles doivent nous laisser passer pour apporter cette aide à ceux qui sont les plus vulnérables. Caroline Bouvard, les violences actuelles s'inscrivent, on le sait, dans un contexte de violence plus large qui dure notamment depuis 2023. Il y avait déjà eu de terribles massacres à l'époque à El Geneina. On savait que tout cela pouvait se reproduire. Pourtant, rien n'a été fait du côté de la communauté internationale. Quel est le sentiment qui vous domine à ce sujet ? C'est certain qu'aujourd'hui, on considère que le Soudan, c'est une crise qui est un peu oubliée. Malheureusement, elle n'attire pas autant l'attention que, effectivement, ce qui se passe en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, qui sont aussi, bien sûr, de terribles drames. On aimerait attirer un peu plus l'attention, mais il y a moins d'intérêt géopolitique, moins d'intérêt économique dans un pays comme le Soudan, malheureusement, aujourd'hui, à part pour un certain nombre d'acteurs régionaux. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on puisse effectivement parler de cette crise dans les médias, chez vous aujourd'hui et dans le reste des médias français et internationaux, pour que les politiques, les diplomates se saisissent aussi de ce sujet et qu'ils puissent pousser pour que l'accès aux personnes qui ont désespérément besoin d'aide humanitaire puisse être garanti, ce qui n'est bien évidemment toujours pas le cas aujourd'hui, et puis pour que peut-être une solution vers la paix puisse être trouvée entre les différentes parties qui s'affrontent depuis maintenant plus de 2 ans. Donc on espère qu'effectivement, malheureusement, ces derniers événements qui ont remis un peu cette crise sur le devant de la scène vont permettre de faire bouger les choses dans les mois à venir et ramener la paix dans ce pays qui en a éminemment besoin. Et puis, bien évidemment aussi, je ne peux que attirer l'attention de tous les financeurs, tous les États qui financent aujourd'hui l'aide humanitaire. L'aide humanitaire n'est couverte les besoins ne sont couverts qu'à hauteur de 25% en termes de financement internationaux aujourd'hui pour répondre à la crise soudanaise. On a donc besoin effectivement que les pays dans le monde se mobilisent et viennent apporter un soutien financier supplémentaire pour qu'on puisse répondre aux besoins de ces personnes. Et pourtant, il y a 20 ans, la situation au Darfour, on s'en rappelle, avait ému le monde entier. Vous avez d'ailleurs voulu, dans le cadre de votre carte blanche, c'est une tradition dans Au cœur de l'info, revoir des images d'archives de 2004-2005. Vous étiez, Caroline Bouvard, déjà sur place. Votre regard sur ces 20 dernières années dans la région ? Oui, c'est vrai, c'était la première crise du Darfour, c'était ma première mission humanitaire et j'étais à Niala dans un très grand camp de personnes déplacées qui s'appelle Kalma et effectivement c'était déjà une situation dramatique à l'époque et bien évidemment il y a un certain nombre d'éléments de la crise actuelle qui trouvent leurs racines dans ce qui s'est passé à cette époque-là, même si en réalité la guerre aujourd'hui au Soudan est bien différente puisqu'elle touche tout le pays et que c'est une guerre qui est beaucoup moins politique finalement. À l'époque c'était véritablement la périphérie qui se sentait délaissée et moins bien traitée que le centre avec Khartoum et qui demandait à être plus soutenue et plus entendue et qui du coup avait été finalement remise dans le droit chemin, si je peux le dire comme ça, par le dictateur de l'époque, Omar el-Béchir, en mobilisant ces milices dites Janjaweed, des milices donc des tribus arabes du Darfour, pour effectivement faire en sorte que les populations non arabes ne soient plus en demande de cette autonomie qu'elles demandaient à l'époque. Et aujourd'hui, ces Janjaweed, ce sont en fait les forces de soutien rapide qui constituent le cœur de ces troupes rebelles et qui se battent actuellement contre les forces régulières soudanaises. Mais ce n'est plus effectivement cette opposition centre-périphérie, c'est plutôt une guerre des chefs entre deux généraux qui sont tous deux d'origine arabe d'ailleurs, donc il n'y a plus cet aspect effectivement interethnique qui était à l'origine
au centre de la crise du Darfour. En tout cas, il ne se manifeste pas de la même manière. Et c'est vrai que le conflit, du coup, s'est répandu sur l'ensemble du pays, puisqu'il a même été jusqu'à Khartoum, la capitale, qui a été en grande partie dévastée par les combats ces derniers mois, jusqu'à ce que les forces régulières reprennent la ville en début d'année. Donc il y a une résurgence et malheureusement une continuité des besoins humanitaires dans ce pays qui depuis maintenant plus de 20 ans, connaît une instabilité quasi constante et au détriment bien sûr de sa population. Peut-être une dernière question, Caroline Bouvoire. On l'a dit, vous vous trouvez actuellement à Djamena au Tchad, qui fait partie donc des pays voisins qui accueillent beaucoup de réfugiés soudanais, et ce depuis de nombreux mois. Dans quelles conditions ? Alors des conditions qui ne sont pas faciles non plus ici. L'intérêt pour eux d'être au Tchad, c'est qu'ils se sentent plus en sécurité qu'effectivement au Soudan. J'étais hier matin donc, dans la ville d'Adré, qui est la ville frontière entre le Tchad et le Soudan, par laquelle on passe pour pouvoir rentrer au Darfour. Et dans la ville d'Adré, vous avez environ 200 000 personnes réfugiées qui sont donc là depuis près de 2 ans pour beaucoup d'entre elles. Il y a à peu près 1 million de réfugiés aujourd'hui au Tchad, dans un pays qui historiquement est plutôt plus pauvre que le Soudan et qui du coup accueillit effectivement ces réfugiés en laissant la porte grande ouverte, mais qui malheureusement n'attire pas non plus beaucoup l'attention des financements internationaux pour accompagner les réfugiés qui sont sur place et qui, du coup, manquent effectivement de moyens pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes en attendant que leur pays leur soit à nouveau accessible. Donc, effectivement, des vraies difficultés ici aussi, que ce soit dans la zone d'Adré ou un peu plus au nord, au niveau de la frontière de Tina, dans le Wadi Fira, où on a aussi des interventions en cours pour ce qui nous concerne avec Solidarité, pour aussi pouvoir accompagner ces réfugiés. Merci infiniment, Caroline Bouvoire, d'avoir pris le temps de témoigner sur notre antenne sur France 24 ce soir de la situation au Soudan et puis au Tchad voisin également. Merci encore. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous sur France 24.